l'Afrique du Nord blanche n'a pas encore renoncé au mythe raciste de sa prétendue supériorité naturelle. Les images terribles qui font aujourd'hui le tour du monde sont une fois de plus tout simplement insoutenables. Traqués, battus, ligotés, torturés, traînés et jetés dans la poussière des plus infectes géoles, les Africaines et les Africains immigrants illégaux au Maroc vivent un enfer aux portes d'une Europe d'autant plus indifférente qu'elle est dévouée à l'accueil chaleureux d'une dizaine de millions d'Ukrainiens fuyant la guerre dans leur pays. Plusieurs dizaines de personnes noires viennent d'être tuées par les forces de l'ordre marocaines dans l'enclave de Melilla, dans le plus sourd des silences de la planète des puissances. Au point que même le très eurocompatible président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, exige l'ouverture d'une enquête au Maroc et dénonce, je le cite, le traitement violent et dégradant de migrants africains. Fin de citation, dans un communiqué publié le 24 juin 2022. Et ce n'est pourtant pas la première fois. En Libye, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, au Soudan, comme dans tout le Moyen-Orient arabe ces dernières années, de telles scènes et pratiques insoutenables sont légion. Comment faire face à cette monstruosité blessante, humiliante, affligeante qui paradoxalement se normalise en Afrique du Nord et aux portes de l'Europe, à savoir la chosification répétitive de l'humanité négro-africaine qui n'est pas sans nous rappeler les affres des 5 siècles de domination que le continent endure depuis le XVIe siècle. Il faut commencer par responsabiliser les pays d'origine des migrants de la misère, les peuples de ces pays et les migrants eux-mêmes. Mais il faut clairement poser devant le Maroc, les autres pays d'Afrique du Nord et les puissances occidentales de Méditerranée, comme les puissances du Moyen-Orient, les lignes rouges d'une rupture historique permettant une révolution radicale de la relation de l'Afrique noire au reste du monde. Dans la présente tribune, j'illustre précisément cette rupture par les actions qui s'imposent pour infléchir la politique raciste et inhumaine du royaume chérifien envers les ressortissants d'Afrique subsaharienne. Première partie, des responsabilités africaines indéniables. La servitude est impossible sans son acceptation relative ou absolue par le servile. Comme l'a vu le penseur français Étienne de la Boétie, il y a incontestablement dans toute servitude une part de la volonté de la victime. Ce que nous voyons subir des Africaines et des Africains en Afrique du Nord est dû à la manière dont les peuples africains sont traités en Afrique noire par des dirigeants africains eux-mêmes. Car c'est paradoxalement pour fuir le mépris du noir que le noir subit le mépris des puissances arabes du nord de l'Afrique. Les forces de l'ordre du Maroc ne font que reproduire sur les Africains sur leur sol ce que bon nombre de pouvoirs africains font aux Africains en Afrique noire. En réalité, de telles tragédies n'auraient pas été possibles si les dirigeants africains, les peuples et les citoyens africains n'avaient pas collectivement échoué à bâtir une véritable civilisation de la dignité humaine au sud du Sahara. Battre, torturer, blesser, humilier, capturer, ligoter, assassiner, pour n'importe quelle raison, un Africain ou une Africaine est une chose banale dans l'écrasante majorité des pays d'Afrique noire. De telle sorte que c'est cette habitude du malheur nègre, venue du fond des âges négriers et coloniaux,
que les pouvoirs blancs arabes du nord de l'Afrique reproduisent en toute tranquillité de conscience. Tout part de l'incapacité des États faillis d'Afrique noire à assurer la santé, l'éducation, la sécurité, l'emploi, les droits citoyens fondamentaux, la sécurité sociale de leurs populations. Cette faillite des États d'Afrique noire, si parfaitement illustrée dans les descriptions de Serge Mikhaïlov dans son ouvrage Africanistan, elle-même a des causes complexes, endogènes et exogènes, on le sait. D'un côté, des élites politiques illégitimes, corrompues, criminelles, prédatrices attitrées de la fortune publique, qui ont généré des sociétés de citoyens abandonnés et moutonnisés à outrance. De l'autre côté, des puissances étrangères, négrières, occidentales et orientales, rompues aux arcanes du colonialisme, de l'impérialisme, du néocolonialisme, qui leur permettent de soutenir les élites africaines impotentes contre leurs propres peuples et citoyens, tout en assurant le pillage impitoyable du continent africain par leurs multinationales couvertes par des milices, des rébellions, des coups d'État téléguidés. Incontestablement, sans une révolution citoyenne des peuples africains pour refonder l'état de droit sur des bases civilisationnelles africaines, sans une rupture des chaînes de l'impérialisme occidental et oriental sur l'Afrique, à travers le démantèlement des bases militaires, des structures monétaires et financières néocoloniales, des institutions de répression culturelle et de sujétion spirituelle du continent, dans la perspective de la renaissance de la civilisation mahatique multimillénaire, eh bien, point d'espoir de renouer avec les valeurs de référence de la solidarité, la vérité et la justice. Et si l'acte migratoire est l'œuvre de personnes africaines détruites par les sociétés de misère et de violence qui prospèrent au sud du Sahara, comment évacuer complètement la responsabilité du migrant, de la migrante eux-mêmes? Dans la plus nue des désespérances, tout être humain conserve un minimum de libre arbitre en raison des performances naturelles de son mental de sapiens sapiens. Au moment où les jeunes africaines et africains s'élancent dans la voie terrible du désert du Sahara, comment pensent-ils ignorer que leur décision est aussi l'œuvre de leur propre volonté, malgré la pression inhumaine de la misère locale qui les pousse comme inexorablement vers l'aventure de l'exil à travers déserts, forêts, mers, océans et terres de puissance barbare? Nul ne peut imaginer une révolution citoyenne contre les migrations sauvages vers l'Europe sans la responsabilisation individuelle des jeunes Africains, dans une éducation de proximité au bon sens, à la persévérance chez soi et à la dignité. Mais il s'agit maintenant d'aborder les responsabilités des puissances d'Afrique du Nord et de l'Occident. Ces responsabilités africaines dans le malheur des migrants de la mort à travers le Sahara et les mers et océans du monde n'enlève pas pour autant celle des puissances nord-africaines et occidentales dans la tragédie en cours. Sans exception, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Soudan, qui forment la façade nord de l'Afrique, ont des relations diplomatiques, économiques, culturelles et sociales avec l'ensemble des pays d'Afrique noire. Cela veut dire que les problèmes générés par la pression migratoire subsaharienne sur l'Afrique du Nord sont connectés au mode de coopération entre les pays d'Afrique du Nord et les pays subsahariens. Il s'ensuit que la responsabilité des dirigeants d'Afrique subsaharienne devrait être davantage engagée par les pays d'Afrique du Nord dans les sanctions imposées aux invasions migratoires qu'ils subissent du fait de l'échec des politiques d'éducation, de santé, d'emploi, de citoyenneté au sud du Sahara. Or, qu'observe-t-on? Que les puissances arabes d'Afrique du Nord préfèrent se défouler sur les victimes de l'inhumanité subie au sud du Sahara que de convoquer d'urgence des États généraux sur les causes de ces vagues migratoires, avec la mise face à leurs responsabilités des dirigeants d'Afrique noire. Dès lors, on peut, sans risque de se tromper,
en déduire que les dirigeants d'Afrique du Nord sont en complicité avec les dirigeants d'Afrique noire contre les peuples africains abandonnés. De part et d'autre de la relation arabo-subsaharienne, une espèce de connivence existe dans la maltraitance des peuples d'Afrique noire. Et cette connivence est la règle non écrite qui régit la tragédie actuelle. Car, comment comprendre que les relations diplomatiques entre le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Soudan d'une part et d'autre part, les autres pays d'Afrique subsaharienne, d'où partent les migrants de la misère, ne soient jamais perturbées, jamais remises en cause, malgré tout ce qui arrive? C'est bien parce qu'il y a en commun entre les élites nord-africaines et subsahariennes des connivences, des complicités stratégiques, économiques et politiques dans l'exploitation et la domination de l'Afrique noire. De la même façon que la coopération inégale entre l'Occident et l'Afrique est la base cachée du consensus anti-immigrant des dirigeants impérialistes occidentaux et de leurs vassaux africains corrompus, et bien de la même façon, la banalisation de la tragédie des migrants africains est un sous-entendu inavoué de la relation Afrique du Nord-Afrique subsaharienne. Et c'est précisément ce que le cas marocain illustre à merveille. Parlons à présent du cas marocain. Parlons de la tragédie africaine au Maroc ou le paradoxe d'une coopération biaisée. Placé à la pointe de l'Afrique et connecté au détroit de Gibraltar, le Maroc est un État stratégique pour les migrants subsahariens parce que son sol permet un passage à pied vers le continent européen. Cet Eldorado imaginaire des Africains sevrés de vie sensée sur leur continent. Traverser le désert marocain, les villes marocaines, jusqu'à l'enclave de Melilla ou de Ceuta, d'où l'on peut se déverser sur l'Europe via l'Espagne, tel est donc le tracé que tout migrant de la misère, tout migrant efficace et bien conseillé se forme dans son esprit. Or, c'est paradoxalement sur ce chemin vers la vie heureuse et rêvée que se dresseront contre les jeunes Africains les pires cauchemars de leur existence terrestre. La politique migratoire marocaine est motivée, on peut aisément le deviner, par trois raisons évidentes. D'abord, des motivations sécuritaires. Puisque l'afflux de migrants illégaux sur son sol s'accompagne d'une augmentation des infractions sur son territoire. Agressions, vols, trafic illicite de toutes sortes, crimes et associations de malfaiteurs sont le lot quotidien des zones de pression migratoire. Reconnaissons-le. Qui peut nier que l'État marocain ait le droit de faire régner la paix et la sécurité sur son sol, et notamment de faire respecter ses lois? Personne de sensé. Même si la question de l'état de droit ne peut être séparée de celle du respect requis pour tous des droits inaliénables de la personne humaine. Et c'est précisément là que l'État marocain, en se faisant tortionnaire des Noirs d'Afrique, s'inscrit en faux contre la dynamique de l'émergence d'une fraternité humaine universelle. Ensuite, il y a des motivations socio-économiques. Puisque la pression migratoire s'accompagne en bonne partie de tentatives de sédentarisation des immigrés, qui mettent alors à rude contribution les services publics marocains, mais aussi les opportunités d'emploi privés que l'économie marocaine réserve tout naturellement en priorité aux jeunes de nationalité marocaine. L'hostilité des populations marocaines envers les migrants négro-africains s'explique sans doute aussi par cette peur du grand remplacement de l'Afrique du Nord blanche par l'Afrique noire, sur le fond des stéréotypes fantasmés de l'imagerie locale du noir, où se bousculent pêle-mêle des préjugés sexuels, religieux, culturels, sexistes et politiques divers. Il faudrait une étude à part pour décrire les enchevêtrements de la perception marocaine de l'humanité noire. Cette perception est, de toute évidence, dominée par les préjugés du racisme multiséculaire datant de la période de la traite officielle des Noirs jusqu'à celle de leur subordination sociale, économique et politique, qui constitue un a priori de la pensée quotidienne du Maroc actuel. Enfin, viennent les motivations politiques et géopolitiques. L'État marocain et son gouvernement ne peuvent qu'être sensibles à la négrophobie dominante dans le pays.
Ils sont négrophobes par habitude et par opportunisme. Ne pas surfer sur cette vague négrophobe de l'opinion marocaine dominante, c'est prendre le risque de s'aliéner une jeune population marocaine qui par ailleurs n'est pas avare de revendications démocratiques et socio-économiques contre la monarchie constitutionnelle du roi Mohamed VI. Mieux encore, le Maroc a une conscience évidente de son pouvoir de chantage sur l'Union européenne, à travers l'arme de la menace d'ouverture de ses frontières pour punir l'Europe en cas de proximité entre elle et ses opposants internes. C'est par exemple le cas en mai 2021, lors de la crise hispano-marocaine à Ceuta. Quand des thèses favorables au mouvement indépendantiste du Sahara marocain occidental, le Front Polisario, apparaissent en Espagne ou plus largement dans l'Union européenne, on se souvient de la punition infligée aux Européens par les autorités marocaines. Les pressions migratoires, paradoxalement, font du Maroc un partenaire fort écouté par les Européens, car le Maroc tient la valve de l'invasion démographique africaine massive vers l'Europe et peut, à tout moment, l'ouvrir pour punir ceux qui ignoreraient ses intérêts régaliens. Au point qu'un journaliste espagnol, Paloma Fernandez Coleto, a pu dire ceci à complément d'enquête sur France 2. Citation. À travers Ceuta, le Maroc a menacé l'ensemble de l'Union européenne en montrant qu'il était celui qui avait la clé de la porte de l'immigration de l'Europe. Puis, il n'arrête pas le bras de fer. Le Maroc dit, si je veux, vous aurez à nouveau des milliers de personnes ici en quelques heures. Fin de citation. Voilà comment la puissance de chantage du Maroc à travers la migration est perçue en Europe. Un certain nombre de financements de l'Union européenne vers le Maroc tiennent précisément à cette fonction d'État soupape de sécurité migratoire pour l'Europe. Mais le point essentiel dans cette géopolitique marocaine, c'est la place centrale qu'occupe sa politique d'investissement économique massif vers l'Afrique subsaharienne. Soit aujourd'hui plus de la moitié de ces investissements économiques directs à l'étranger. Je recommence. L'investissement économique du Maroc en Afrique subsaharienne constitue plus de 50% de l'investissement économique extérieur du Maroc. En raison de ces nombreux accords économiques bilatéraux avec les États subsahariens qui permettent au Maroc de lever une formidable rente profitable dans toute l'Afrique noire, le Maroc se garde de mettre en cause les dirigeants africains corrompus avec lesquels ces multinationales coopèrent au détriment des intérêts des peuples subsahariens. Je cite ici un site d'information marocain très intéressant qui s'appelle Tel Quel, dans un article publié en mai 2021. Citation. Constitués essentiellement d'investissements directs en Afrique subsaharienne, ces investissements, on était en 2019, représentent 47% du total des investissements directs étrangers marocains, précise la direction de l'économie et de la politique financière dans Policy Africa sur les profils des économies africaines. Les investissements directs marocains dans la région fluctuent d'une année à l'autre, mais leur part reste toujours élevée dans le total, représentant jusqu'à 92% des flux d'intrants d'investissements directs étrangers sortant en 2010, relève la même source. Le Maroc est présent en Afrique subsaharienne, première destination de ces investissements directs et étrangers en Afrique, dans plus de 14 pays, dont la Côte d'Ivoire, 13%. On est à l'époque en 2010. Le Tchad, 12%. Le Sénégal, 9%. Madagascar, 7%. Le Cameroun, 4%. L'île Maurice, 3%. Fait savoir la direction économique et financière. Fin de citation. Actuellement, le Maroc a élargi son éventail d'investissements. Il a plus de 50, voire presque 60% de ces investissements directs à l'étranger qui se font en Afrique noire. Ce qui vous permet de vous rendre bien compte que voilà un pays qui s'enrichit à travers ses investissements en Afrique noire, mais qui persécute les Noirs d'Afrique, qui sont appauvris en raison des conditions avantageuses des affaires qu'il fait en Afrique noire. On continue. Et mieux encore,
Dans un article fort documenté du 2 mars 2021 intitulé « Comment le Maroc est devenu une puissance africaine », voici ce que relate le même journal marocain. Je cite un journal marocain. Le journal tel quel, qui est une belle plateforme d'analyse d'informations et que je félicite pour son travail. Citation. La reconnaissance diplomatique de l'intégrité territoriale marocaine n'était toutefois pas le seul leitmotiv de cette politique africaine. Vous savez, le Maroc a réintégré l'Union africaine en 2017, après que la plupart des pays africains aient reconnu que le Front Polisario n'avait pas droit à l'indépendance. Bon. Depuis le début du règne de Mohamed VI, le Maroc s'est davantage ouvert aux marchés mondiaux des capitaux et s'est engagé à l'échelle domestique dans la quête de l'émergence par la croissance économique. Cette quête s'est illustrée par des investissements considérables dans les infrastructures urbaines et rurales, par la transition vers la production manufacturière et par le maintien d'un taux de croissance de 4% en moyenne depuis les années 2000. De nombreuses grandes entreprises publiques et privées souhaitent désormais offrir leurs services à l'extérieur des frontières marocaines et investir de nouveaux marchés. C'est le cas par exemple dans la gestion de l'électricité, le Maroc ayant atteint un taux de 99% en matière d'électrification rurale en 2019, contre moins de 30% en 1999. La présence économique marocaine s'est dès lors affirmée dans différents secteurs en Afrique, parmi lesquels les industries minières, les infrastructures, les banques et assurances, l'agriculture et l'agroalimentaire, les télécommunications et les finances. Dès le milieu des années 2010, le Royaume devenait ainsi le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et le deuxième à l'échelle continentale, après l'Afrique du Sud. Si les opérateurs économiques sont influents et déterminants dans les orientations prises par la diplomatie, la particularité de la stratégie marocaine réside toutefois dans la subordination de l'outil économique aux impératifs politiques. Cette subordination n'est pas toujours aisée dans le contexte international de l'affaiblissement des États au profit de la montée en puissance des firmes. Elle est néanmoins réelle et permet d'assurer la cohérence et la continuité de la nouvelle politique étrangère du Maroc en Afrique. Fin de citation. On a donc tout compris. Le Royaume du Maroc a choisi de profiter des richesses de l'Afrique noire tout en passant par pertes et profits les intérêts des peuples d'Afrique noire qu'il n'hésite pas à maltraiter exactement comme le font tous les dictateurs d'Afrique noire, alliés corrompus du Maroc. Je recommence. On a donc tout compris. Le Royaume du Maroc a donc choisi de profiter des richesses de l'Afrique noire, tout en passant par pertes et profits les intérêts des peuples d'Afrique noire qu'il n'hésite pas à maltraiter exactement, comme le font tous les dictateurs d'Afrique noire, alliés corrompus du Maroc. C'est la diplomatie entre élites qui est privilégiée dans l'approche du monde négro-africain par le royaume chérifien, au détriment de la fraternité des peuples du continent. D'où l'urgence d'une réaction des peuples africains contre cette mascarade organisée. Concluons donc par nos recommandations, le diagnostic étant précis et clair. Pour mettre fin à la tragédie des migrants africains au Maroc en particulier, et en Afrique du Nord en général, voire dans le monde en général, les peuples africains doivent mobiliser 4 leviers puissants pour répondre à la hauteur de l'outrage. Premier levier, prendre conscience grâce aux actions d'éducation citoyenne et d'éveil collectif comme celle-ci des enjeux des politiques migratoires criminelles causées par la mafia afro-arabo-occidentale qui tient les richesses de l'Afrique et les peuples africains en otage. C'est la déconstruction de cette mafia des élites afro-arabo-occidentales corrompues qui créera l'état de conscience nécessaire pour le succès des luttes d'émancipation de ce temps. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, deuxième recommandation. Les peuples africains doivent s'engager plus activement dans les luttes sociales, culturelles, économiques et politiques nécessaires pour la chute des régimes despotiques, corrompus et incompétents d'Afrique subsaharienne, afin de confier l'Afrique à un leadership affranchi du racisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme afro-arabo-occidentaux. Construire des pays capables de bâtir des États de droit maatiques et de bâtir la grande fédération maatique des États unis d'Afrique subsaharienne.
Troisième recommandation. Il s'agit dès maintenant de mobiliser les associations, les personnalités et figures de proue des sociétés civiles africaines pour exiger de toute urgence le démantèlement des intérêts économiques des puissances afro-arabo-occidentales coupables d'actes de maltraitance